Virginie Ruffnac, bonsoir. Bonsoir. Présidente du groupe Rassemblement en Congrès, nous reviendrons dans un instant sur les propos de Manuel Valls, mais tout d'abord remontons le fil de la semaine. Vous rentrez donc de Paris. Est-ce que vous avez véritablement avancé dans ces discussions où on repart de zéro ? On ne part pas évidemment de zéro, mais si vous voulez, c'est décevant. Non pas que l'État et le ministre Valls n'aient pas été totalement engagés, il nous a challengés sur nos propositions. Nous sommes allés dans un haut niveau de précision, d'ailleurs, sur les propositions que nous posions sur la table, dans ces bilatérales que nous avons eues, mais Madame Doucan, ça fait combien de fois que nous avons des réunions à Paris, à grands frais d'ailleurs, parce que quand les élus sont envoyés, ce sont les collectivités locales qui assument ce coût. Or, nos collectivités ne sont pas en bon état et on aurait pu espérer qu'on aille plus loin que des bilatérales et que nous ayons des réunions avec l'ensemble des responsables politiques calédoniens pour effectivement commencer à véritablement rentrer dans une négociation. C'est ça que je regrette. J'entends les déclarations du député Tjibaou qui dit qu'il est inutile de discuter avec les loyalistes parce que c'est l'État qui a les compétences régaliennes et qu'il s'agit de ne discuter que de pleine souveraineté. Moi, je déplore ces propos parce que c'est un grand mépris à la fois pour les élus non indépendantistes, mais aussi pour l'ensemble des hommes et des femmes partisans de la France en Nouvelle-Calédonie qui souhaitent que la Calédonie reste française. Et finalement, quand on entend les slogans de campagne de l'Union calédonienne, la nation arc-en-ciel, l'indépendance et la nation arc-en-ciel, où est-elle quand on ne veut pas discuter avec les représentants ? Et qu'est-ce que personnellement vous avez défendu à Paris ? Alors, nous, vous savez, nous avons deux piliers. La première des choses, c'est que il y a eu 3 référendums. Le Rassemblement lui-même n'a pas forcément souhaité, puisque nous souhaitions une solution négociée. Et nous avions mis en garde contre la tenue de ces référendums, considérant qu'ils allaient faire beaucoup de mal. Et finalement, cette solution est en cours de discussion actuellement. Et donc, il y a eu ces référendums. Pour nous, le premier pilier de ce qu'on a posé à Paris, c'est que ces référendums, ils doivent être respectés. Parce qu'on ne peut pas questionner 3 fois les Calédoniens sur leur volonté de rester ou pas au sein de la République et s'asseoir sur leur décision. On ne peut pas tordre le bras à la démocratie. Finalement, les Calédoniens votent, quel que soit ce qu'ils votent, quel que soit ce qu'ils disent, la solution est déjà fixée d'avance. C'est pas possible. Donc ça, c'est le premier pilier. Le second, c'est effectivement, et vous l'avez un petit peu évoqué dans votre reportage, nous défendons un fédéralisme interne, une différenciation provinciale. Pourquoi ? Parce que quand on regarde l'histoire de notre territoire, eh bien, en 88, Michel Rocard avait eu le génie de comprendre comment nous étions constitués, avec des grandes différences entre nos 3 provinces. Et finalement, il avait donné beaucoup de responsabilités dans les provinces, à chacune de mettre en œuvre leurs orientations, au sein de la République, bien sûr. Il ne s'agit pas de partition. Et il avait compris ça. Et quand on est en 98, on recentre tout vers la Nouvelle-Calédonie. Et depuis l'accord de Nouméa de 98, nous cessons de nous battre sur le modèle unique au lieu d'avoir une souplesse institutionnelle pour mettre en œuvre des modèles qui peuvent être différents. Et finalement, c'est quoi ? C'est les indépendantistes d'un côté, les non-indépendantistes de l'autre ? Alors pas du tout, parce que vous avez des non-indépendantistes en province sud, des indépendantistes aussi en province sud qui existent, mais ce sont des modèles de développement différents. Vous avez une province des îles qui est 100% coutumière, vous avez des modes de vie. Alcide Ponga, qui est élu de la province Nord et qui vit en province Nord, il n'a pas le même mode de vie que moi, et pourtant nous sommes calédoniens et nous défendons les mêmes valeurs. C'est finalement à la fois le partage politique de Michel Rocard. Effectivement, vous avez raison, des provinces indépendantistes et une qui ne l'est pas, mais aussi un mode de vie, des réalités sociologiques différentes dans l'implantation et qui permet des souplesses et des compétences pour mettre en œuvre des modèles qui correspondent à cette réalité. Et pourtant, la Constitution stipule, je cite, que la République française est une et indivisible, ce qui pourrait exclure le fédéralisme. Quelle est votre lecture ? Eh bien, je pense que la République française, elle doit énormément évoluer. Pourquoi ? Parce que quand on regarde dans le monde, les pays qui fonctionnent sont principalement ceux qui sont sur des modèles fédéraux. On a un grand pays, bien sûr, il faut faire proportion gardée dans les comparaisons, mais les États-Unis, par exemple, c'est un pays totalement fédéral où chaque État a un centre de disposition, une identité, une fierté aussi dans ses États, et pourtant, ils se sentent tous américains. Donc, c'est pas parce qu'on a un fédéralisme interne. Il y a des millions d'habitants interne. aux États-Unis. Oui, mais en fait, quand vous discutez avec des spécialistes du fédéralisme, il peut aussi s'appliquer sur des petits territoires, sur des populations bien moindres. Je prenais ce grand exemple, mais véritablement, la France a évolué là-dessus. D'ailleurs, les régions françaises le demandent. Les régions françaises demandent à avoir plus de responsabilités pour être plus réactives,
plus en proximité avec la population et dans des modèles qui évoluent plus rapidement. Alors aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie se retrouve dans une impasse. Les non-indépendantistes défendent une Calédonie française. Les indépendantistes veulent la pleine souveraineté. Puis il y a au milieu les Calédoniens qui veulent vivre en paix, tout simplement. Que vous êtes prêts, les formations politiques, à vous engager sur une troisième voie? Écoutez, moi je viens de vous définir ce que nous souhaitions comme modèle, mais moi je suis intéressée par exemple de savoir quel est le modèle de l'Union calédonienne et du FLNKS. Pourquoi? Parce qu'à Paris, ils ont défendu quoi? Ils ont défendu la présence de l'ONU, la pleine souveraineté que les Calédoniens ont rejetée dans le cadre de l'accord de Nouméa, les prisonniers politiques. Mais où est le projet là-dedans? Quelles sont les solutions d'avenir pour les Calédoniens? À force, si vous voulez, de faire diversion avec ce type de sujet, eh bien on ne parle pas véritablement des problèmes des Calédoniens, on n'essaye pas de les régler. La maison brûle, la Calédonie est en grande difficulté et on regarde ailleurs. Nous souhaitons maintenant parler de la Nouvelle-Calédonie, des Calédoniens, et de trouver une solution pragmatique qui permette à notre territoire de se relever et de s'épanouir à nouveau, alors qu'il est totalement brisé et effondré aujourd'hui. Autre rendez-vous parisien, le Forum économique, vous y avez assisté. Êtes-vous sereine après les annonces de l'État ? Ce forum économique, alors, il a permis notamment une chose qu'on n'avait pas avant, de garantir des emprunts, pas uniquement pour la Nouvelle-Calédonie, mais aussi pour les autres collectivités. Et je veux penser aux communes, et je pense à Pascal Vidori, le président de l'Association des maires, qui était présent d'ailleurs dans notre délégation, qui a défendu cela, et il l'a obtenu. C'est important parce que les communes sont des collectivités qui peuvent relancer l'activité et notamment la reconstruction en Nouvelle-Calédonie. Ce forum économique, il était important, mais l'horizon n'est pas dégagé. Et on le voit bien, on aura beau mettre de l'argent dans le dispositif, tant que nous ne dégageons pas l'avenir et l'horizon politique, ça ne sert à rien, ça ne sera pas construit sur des bases saines. Ça veut dire que nous avons la responsabilité, et vous nous y engagez dans votre question précédente, à trouver une solution d'avenir pour redonner de l'espoir aux Calédoniens, de l'espoir qu'ils méritent. Le chef d'entreprise, il a beau voir des millions qui arrivent. S'il pense que dans 1 an ou dans 6 mois même, tout peut être à nouveau redétruit, il n'a pas envie de prendre le risque de se relancer dans cette aventure. Alors, justement, ce sujet sera évoqué la semaine prochaine avec la visite de Manuel Valls. Il est attendu sur le territoire samedi. Savez-vous quels seront le format et le contenu des discussions? Non, je ne le sais pas, mais en tous les cas, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait enfin des réunions tripartite, c'est-à-dire avec l'ensemble des acteurs. Nous sommes même prêts à y aller sans l'un des partenaires, si jamais, je pense notamment au FLNKS, s'il se borne à dire qu'il n'en veut pas. Pourquoi ? Parce qu'un seul des acteurs ne peut pas à lui seul avoir un droit de veto sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. C'est difficile de trouver un accord sans justement l'un des partenaires. Mais en même temps, et vous le disiez tout à l'heure, ce sont les Calédoniens qui sont pris en otage et une seule responsabilité politique ne peut pas paralyser l'avenir de ces Calédoniens qui attendent des réponses. Donc, nous sommes bien passés avec Alcide Ponga pour dire que nous avons souhaité tout le monde autour de la table. Nous avons vu l'ensemble des acteurs pour favoriser cette situation. Mais nous considérons maintenant que tous les efforts ont été faits et qu'il faut que chacun assume ses responsabilités pour précisément l'intérêt général des Calédoniens. Vous êtes donc prêt à trouver un compromis. Sur quoi êtes-vous prêt à avancer ? Mais encore une fois, la Nouvelle-Calédonie, ces dernières années, s'est construite sur des solutions très innovantes. L'État a su construire pour la Nouvelle-Calédonie des modèles uniques. Nous sommes donc capables de le faire. Mais la vraie question que je pose, puisque nous entendons chez certains indépendantistes uniquement pleine souveraineté, eh bien, est-ce que l'UCFNKS est encore sur le pas de ses anciens ? Est-ce qu'il a encore envie de fabriquer ce compromis politique que les prédécesseurs dans notre camp et dans le leur ont été capables de trouver ? Elle est là la véritable question. Ou alors est-ce qu'on est que dans, finalement, quelle que soit l'expression du peuple, eh bien, on continue toujours d'avoir la même ligne sans à aucun moment évoluer. Vous savez, nous avons fait beaucoup d'efforts, nous sommes très disruptifs dans les propositions que nous faisons bien souvent, et je crois que du côté des partisans de la France, d'ailleurs nous sommes unis, avec les loyalistes notamment, nous posons ensemble.
Nous passons en question Facebook. Il y a une question qui vous concerne. Le Rassemblement et les loyalistes ont envoyé 2 délégations distinctes à Paris. Faut-il y voir un signe de division? Non, en fait, c'est tout simplement la conséquence. En 2021, certains du groupe anciennement Avenir en Confiance ont créé un nouveau groupe. Il y a donc 2 groupes au Congrès, le groupe Les Loyalistes et le groupe que je préside, le Rassemblement. Et donc, l'État invite les groupes politiques du Congrès, et c'est la raison pour laquelle nous étions ainsi. Mais je veux rassurer les Calédoniens. Finalement, quelle est la différence entre les 2 partis? Nous travaillons totalement. Alors, le parti Rassemblement est un parti historique qui a vu toutes les évolutions politiques de la Nouvelle-Calédonie. Il est toujours là, et je pense que quand moi-même je ne serai plus là, il le sera encore. Vous savez, on trouve dans la force de ces vieux partis l'énergie de la résilience et finalement de la construction. Mais pour revenir à votre question, à une liste commune pour les prochaines provinciales? Alors, excusez-moi, juste les provinciales. Déjà, nous ne savons pas quand est-ce qu'elles auront lieu. Nous considérons que nous sommes un peu des élus périmés, donc nous espérons aller le plus rapidement possible maintenant sur la solution politique, et ensuite nous pourrons envisager ces provinciales. Mais pour finir, à Paris, nous avons travaillé ensemble, nous avons fait notre dernière bilatérale ensemble avec les loyalistes. Donc ceux qui disent-ils, parce qu'il y en a des rumeurs de division, en fait elles sont totalement infondées, et que les Calédoniens partisans de la France se rassurent. Nous sommes unis sur l'avenir institutionnel. Autre question Facebook. Dans le cas où l'UC persisterait dans sa stratégie de négociation uniquement avec l'État, quelle serait la position du Rassemblement? Je vous le dis, je considère qu'une seule des représentations politiques de la Calédonie ne peut pas totalement bloquer, paralyser l'avenir des Calédoniens. Il mérite mieux que cela, et nous avons la responsabilité d'avancer. Donc nous considérons qu'il doit désormais y avoir des réunions tripartites. Et si un acteur veut faire la politique du blocage, ça n'engage que lui. Mais nous souhaitons assumer nos responsabilités. Dernière question, Virginie Ruffnack. En tant qu'enseignante, trouvez-vous normal que des enfants ne puissent plus aller à l'école parce qu'ils n'ont plus les aides nécessaires pour s'y rendre? Évidemment que non, mais malheureusement, cette situation est la triste conséquence de ce que nous avons vécu le 13 mai dernier, avec la destruction d'un grand nombre d'édifices, avec aussi des caisses totalement vides au niveau des collectivités calédoniennes. Et quand vous avez des caisses vides, eh bien vous ne pouvez plus. D'où l'importance de redonner de la confiance en Nouvelle-Calédonie, de reconstruire et donc de dégager cet horizon politique de façon à ce que nous ne soyons plus dans cette situation dans les mois et les années à venir. Virginie Ruffnack, présidente du groupe Rassemblement au Congrès, merci d'avoir été avec nous ce soir.